Alors, je crois qu'on va commencer. Puis, il y a toujours des retardataires de toute façon qui rejoignent la conférence en cours de route. Allez, on va commencer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala sayyidina wa habibina Rasulullah alayhi salatu wa salam. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم ربنا زدنا علما وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا يا علام يا كريم. أما بعد إخواني أينما كنتم mes chers confrères, mes chers consoeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà. Donc encore bienvenue en cette session webinaire qu'on vous propose depuis un certain temps sur le groupe RIVA, une branche de l'espace vétérinaire algérien que vous connaissez suffisamment avec toutes les manifestations qu'ils organisent et les regroupements qu'ils organisent depuis quelques années. Une équipe formidable que je remercie d'ailleurs au passage, en l'occurrence Anis et Fethi qui font un travail de fond magnifique et formidable. Barakallahu fihum. À savoir que ces gens-là travaillent dans l'ombre et travaillent bénévolement. Donc, je tiens à les remercier personnellement et j'espère que vous serez quand même relativement indulgents vis-à-vis d'eux parce que on a eu quelques remontées d'informations comme quoi il y a certaines personnes qui n'ont pas reçu leur lien de connexion lors des derniers webinaires. On s'en excuse, on a déjà exprimé notre désarroi par rapport à cet incident, mais il faut juste savoir que ce n'est pas du tout dépendant des organisateurs, au contraire. Donc, je demanderai encore une fois, bon, pour ceux qui sont connectés, c'est qu'ils n'ont pas de soucis, mais dans votre entourage, si vous connaissez des gens ou des amis qui n'ont pas réussi à se connecter, c'est que où il y a un problème d'adresse mail, c'est qu'ils n'ont pas renseigné convenablement leur adresse mail, ils se sont trompés sur l'orthographe, ou qu'ils ont reçu les liens de connexion sur les spams. Donc, vérifiez bien, s'il vous plaît, et dites-leur de bien vérifier et d'être relativement attentif à ça pour pouvoir profiter de ces webinaires gratuits jusqu'alors. Parce qu'on envisage de vous proposer par la suite des webinaires un peu plus soutenus avec vous et avec des prérequis qui seront probablement payants, mais bon, pas une grande chose, c'est un truc symbolique afin de pouvoir valoriser les connaissances et pouvoir valoriser le contenu. Donc, on en reparlera après lors d'autres webinaires. Jusqu'à présent, il y aura encore quelques webinaires gratuits qui vont vous être proposés par d'autres experts prochainement. On envisage probablement de vous proposer 2 ou 3 webinaires durant le mois de Ramadan, Inch'Allah. C'est un peu compliqué pour réunir tout le monde, que ce soit avant le store ou après le store. Ça reste très compliqué à prendre la décision et pouvoir rassembler tout le monde à un moment bien précis. Il y en a qui sont crevés avant le store. Il y en a qui ils salent le tarawih et derrière, ils sont crevés. Donc, pour trouver un bon compromis, c'est un peu difficile. Donc, on essaiera de faire au mieux et on vous tiendra au courant. Alors, un petit rappel vite fait de ce RIVA en question. Pour ceux qui le connaissent, tant mieux, mais ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est juste un réseau
qui a pour prétention de rassembler un maximum de confrères et consoeurs qui exercent à l'étranger, plus particulièrement en Europe et de l'autre côté du Pacifique, hein, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada. D'autres confrères sont installés au Qatar et aux Émirats, qui nous ont rejoints récemment. Ça nous fait plaisir. Donc, le but, c'est de pouvoir justement mutualiser toutes ces connaissances et toutes ces expertises et pouvoir vous proposer des échanges, des partages de connaissances, d'expertise et en vue de donner à nos confrères et consoeurs en Algérie la possibilité de pouvoir améliorer votre approche et améliorer votre technique, qu'elle soit thérapeutique ou chirurgicale. Voilà. Donc, jusqu'à il y a quelques jours, on vous a proposé 3 webinaires. La première, ça concernait la cardio, qui a été brillamment animée par notre consoeur Karina. Le deuxième, un webinaire qui était relativement intéressant, animé par notre confrère Amin Hallel. Malheureusement, il n'a pas été enregistré. On va voir s'il voudra bien, s'il a le temps de pouvoir nous reproposer une autre session pour pouvoir l'enregistrer, pouvoir faire profiter ceux qui n'ont pas eu la chance d'y assister. Le troisième webinaire, il a été animé par le docteur Laribi. Ça concerne une technique chirurgicale de haute voltige. Tout le monde était enchanté de la communication en question qui était relativement pédagogue et relativement bien structurée, de recevoir et d'avoir parmi nous notre jeune vétérinaire, le docteur Alhendi Dahmana, qui est, mine de rien, jeune d'esprit et d'âge, mais très vieux de connaissances. Il a déjà presque 2 pages sur son CV, Mashallah, j'ai eu le plaisir de le recevoir dans ma structure et on a échangé longuement et je peux vous assurer que c'est une personne formidable qui est dans le même esprit, dans la même démarche que nous tous, c'est-à-dire pouvoir partager, pouvoir donner, pouvoir faire profiter ses confrères et ses consoeurs, que ce soit ici ou que ce soit en Algérie. Alors, le docteur Dahmana, Al-Hendi, moi je l'appelle Hendi. Voilà. Il est sortant de l'école d'Al-Harrach en 2016. Et, il a rejoint. Il faudrait que je lise son CV parce que je vais vous dire, 2 heures, ça ne me suffirait pas, mais je vais essayer de résumer. En 2017, il a préparé un master en zoonose et environnement à l'université de Limoges. En parallèle, du moins après ça, il a eu la chance d'intégrer l'unité des maladies infectieuses à l'hôpital Latimone pour préparer un doctorat en sciences, pathologie humaine et maladies infectieuses. Il a eu la chance de travailler avec l'éminent Dr Raoult, que vous connaissez tous, qui a décrié la chronique pendant toute cette phase de Covid. Il a préparé sa thèse à l'hôpital Latimone, à l'IHU. Il a préparé un certificat d'études supérieures universitaires en entomologie médicale et maladies infectieuses, pareil, au même service. Et il est concepteur de projets en expérimentation animale. Voilà.
Au jour d'aujourd'hui, il donne des cours d'ostéopathie animale justement dans une école privée dans la région de Marseille. Il est enseignant à l'animostéo, ça s'appelle, voilà, pour ne pas faire de la pub, mais bon, c'est une école privée qui prépare des techniciens en ostéopathie, pas des vétérinaires, mais des techniciens en ostéopathie. Et il fait partie du staff pédagogique. Il est même très demandé et très prisé. À côté de cela, il faut savoir qu'il est en train de préparer ses équivalences pour pouvoir avoir la chance d'exercer comme tout, euh, tout vétérinaire qui se respecte et qui veut se donner la chance de pouvoir pratiquer ce beau métier, que ce soit en Algérie, en France ou ailleurs. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais lui passer la main pour qu'il puisse nous faire un exposé de l'ostéopathie animale, qui reste quand même une discipline, je pense, assez, assez novice et assez mal connue en Algérie et au Maghreb en général, hein. Il faut savoir que c'est une médecine douce parallèle à tout ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui et qui prend place de manière incontestable dans notre pratique et dans notre démarche thérapeutique. Et je ne vais pas en dire plus, je vais lui passer la main et les séries de questions, comme d'habitude, hein, vous avez la fenêtre de discussion pour poser vos questions et on se reverra dans 1h30, 1h40 pour pouvoir un petit peu en débattre. Voilà, à toi la main, mon cher Randy, et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Docteur Wahid. Merci beaucoup à Fatou aussi. Et merci à tous les participants qui sont là ce soir pour pouvoir apprendre un petit peu ce que c'est cette science, qui est l'ostéopathie animale. C'est une science qui est malheureusement mal connue, que ce soit des vétérinaires ou même des patients, que ce soit ici, en Europe, ou en Algérie ou au Maghreb en général. En tout cas, moi, quand j'étais en Algérie, j'ai jamais entendu parler. Et même quand je suis arrivé en France, j'ai fait 4 ou 5 ans en fait, d'études supérieures. J'ai jamais en fait, entendu parler de cette science jusqu'à ce que je devienne, on va dire, dépendant de cette science pour pouvoir régler un problème de santé. Pourquoi? J'ai essayé de faire des analyses, j'ai pris des traitements, ça n'a jamais marché. Et ça concerne en fait mon genou gauche. Et une fois, j'ai été voir le directeur de cette école-là, qui m'a dit de voir un ostéopathe. Quand j'ai été voir un ostéopathe, en fait, il m'a dit que ton problème n'est pas un problème de genou, c'était un problème que tu as au niveau du dos. Et au départ, j'avais pas cru, mais en fait, vu les techniques qu'il a appliquées, le lendemain, en fait, ça allait beaucoup mieux. Et juste après, en fait, le problème a été complètement réglé. Et là, en fait, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc, à ce moment-là, j'étais juste intervenant en fait, au sein de cette école. Je n'avais pas encore fini mon doctorat. Et c'est voilà, donc c'est là en fait, que j'ai commencé en fait, à chercher à comprendre ce que c'est cette science, qui est l'ostéopathie. Et par la suite, donc, de cette extension sur la santé animale. Parce qu'avant, c'était que la santé humaine. Et donc, moi, j'ai cru au fait que toutes les sciences, que ce soit kiné, que ce soit ostéopathie, chiropracteur, j'ai cru que c'était la même science, alors que, en fin de compte, c'était pas la même chose. Et par la suite, donc là, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer cette école, de pouvoir enseigner là-bas et de diriger le pôle recherche de cette école. Euh, donc, ce cours, on va dire, ce webinaire d'aujourd'hui, ça va être plus ou moins une introduction. Ça va être une initiation à cette science, qui est une science magnifique. Pourquoi? Parce que les résultats, ils sont là. Ça entre dans l'ensemble des domaines de la santé, que ce soit humaine, animale, que ce soit squelettique, que ce soit viscéral. Mais malheureusement, ce qui manque, et c'est pour ça que malheureusement, on n'est pas très reconnu, on n'est pas très, on va dire, respecté par les praticiens, que ce soit vétérinaires ou médecins, c'est le fait que on a le problème, on connaît le problème de santé, on sait que ça marche parce que les résultats ils sont là,
mais il n'y a pas le chemin entre les deux parties. C'est-à-dire, ce que je fais actuellement, hein, ça m'arrive souvent de poser la question aux profs de notre école, qui sont ostéopathes déjà, qui sont enregistrés en fait, au sein de l'ordre des vétérinaires, et je leur dis, c'est vrai que tu as réglé ce problème, mais comment tu as fait? Et ils me disent, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais je leur dis, qu'est-ce que tu penses que tu as fait? Qu'est-ce que tu as déclenché dans le corps de l'animal? Ils me disent, on ne sait pas trop. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette physiologie, ils ne connaissent pas vraiment la physiologie, ils ne savent pas exactement ce qu'ils sont en train de faire dans le corps de l'animal pour que ça marche. Mais ils savent que les résultats sont là, et malheureusement, voilà. Donc, quand tu dis ça à un vétérinaire ou à un médecin, il ne va pas te croire, il va dire, voilà, c'est vrai qu'un résultat est là, mais il faut que je l'explique, sinon je ne peux pas faire recours à cette science. Et heureusement que maintenant, en fait, il y a beaucoup d'écoles, que ce soit vétérinaires aux États-Unis ou en Europe, qui font de plus en plus confiance et qui font des études. Donc, des études voilà, qui vont voir un petit peu, enfin, voilà, donc à chaque fois que l'ostéopathe applique une technique ostéopathique de correction, de normalisation, ben, qu'est-ce qui se passera au niveau du corps de l'animal? À quel moment l'IFI commence? Et est-ce que un effet voilà, qui reste, ou bien est-ce que c'est un effet qui va être transitoire, comme une prise d'un anti-inflammatoire qui, lui, va agir durant un temps de demi-temps, de demi-vie, et derrière, l'effet disparaît. Donc, il y a de plus en plus d'études. C'est pour ça que voilà, j'ai appelé ce webinaire Fondement, c'est-à-dire toutes les bases et toutes les lois qui gèrent et qui régissent donc cette science de l'ostéopathie animale. Et par la suite, les ambitions, c'est-à-dire ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir, où est-ce on va pouvoir appliquer cette science et dans quel domaine et quels sont les effets attendus. Et je vais vous montrer un petit peu quelques articles qui ont été publiés récemment et qui étudient un petit peu l'effet physiologique de cette science et donc, tout ce qui est donc, voilà, donc qu'est-ce qu'on a comme effet bénéfique sur le corps de l'animal ou de la personne lié à cette science. Donc pendant ce webinaire, on va parler un petit peu de l'histoire, donc on va parler du papa en fait, de cette ostéopathie. On va voir un petit peu les lois, donc les principes de l'ostéopathie. Par la suite, on va voir un petit peu l'application de ces techniques. Voilà, donc ça ne va pas être très approfondi, ça va être uniquement les principes et quelques définitions. Et à la fin, on va parler un petit peu de ce qui se fait actuellement au niveau viscéral, au niveau organique. Est-ce que c'est une science qui est reconnue en Europe, en France ou ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose qui évolue rapidement en Europe et aux États-Unis? Malheureusement, tout ce qui est donc Maghreb et les autres, en fait, on n'a pas d'organisme spécifique de formation. Et comment ils font si on prend par exemple les gens de Abu Dhabi, de Dubaï, ceux qui ont, voilà, donc, qui ont conscience de cette science et qui savent que c'est quelque chose voilà, qui est efficace pour la prévention des problématiques, pour la récupération pour les animaux, que ce soit chiens et chevaux, ou parfois même pour le traitement. En fait, ils viennent directement en France et ils prennent un, deux, trois ostéopathes qualifiés et ils les ramènent là-bas et ils travaillent là-bas. Ils n'ont pas d'organisme de formation dédié à ça, voilà, donc permettant de pouvoir maîtriser cette science. Parce que c'est une science qui nécessite beaucoup d'investissement pour pouvoir, comme j'ai dit, faire le lien entre la dysfonction et l'effet qui a été déclenché par la technique ostéopathique. Donc, j'espère que vous arrivez à voir la diapositive. Le papa, c'est lui. Il s'appelle Taylor Steele. En fait, c'est un médecin, mais qui n'a pas eu de diplôme parce que son papa était médecin, donc il a appris en fait avec son papa. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné en fait à cette. Par la suite, a été repris par ses étudiants, notamment quelqu'un qui s'est, on va dire, continué les études et qui ont voulu intégrer en fait les sciences à cette science ostéopathique. Pourquoi? À la base, c'était juste au fait une science très théorique, spirituelle, où on va associer santé et création. Donc l'univers, le Dieu qui crée en fait une science, qui crée un corps, qui va mettre à l'intérieur un esprit, et derrière, il y aura un corps qui va s'autocontrôler, il y aura un corps qui va s'autoréguler et s'auto-guérir aussi. Et lui, en fait, il se base sur ça pour pouvoir développer quelques principes. Mais lui, les principes qu'il a développés, c'était beaucoup plus la colonne vertébrale. Et donc, en passant en fait, du crâne jusqu'à le sacrum
et tout ce qui va être lié à cette colonne vertébrale, de régler les problématiques et des dysfonctions donc ostéopathiques en se basant uniquement sur la colonne et le crâne. Et pourquoi il a voulu faire ça, sachant que lui, il était dans une famille de médecins et que lui, normalement, il a été prédestiné à être médecin. En fait, avec son papa et aussi donc avec les Indiens Shaolin, en fait, ils appliquaient beaucoup plus de méthodes traditionnelles. Par la suite, il a voulu apprendre comme la médecine, mais il a été rapidement dégoûté par les enseignements et en fait, il a fait des études, mais il n'a pas été jusqu'à avoir le diplôme. Il ne faisait pas trop confiance à cette pourquoi j'avais pas, parce qu'en fait, il y a un truc, Lundi, je peux t'interrompre 5 minutes oui, parce qu'il y en a certains qui se plaignent que le sang n'est pas très très fort. Si tu oui, peux ou augmenter ou te rapprocher ou ah, parler un mais peu plus fort. ils n'ont pas carrément le son, ou juste ils ne m'entendent pas quand je Non, parle. non, non, ils t'entendent un peu de loin. Donc, ou Ah, ok, ok, tu augmentes tes ok, décibels. oui, oui. Voilà. Merci. Moi, ma problématique, c'est le fait que, en fait, il y a des paramètres ici qui me bloquent, je n'arrive pas à voir le texte derrière, en fait. Si je fais ça, je pense que c'est bon, ça aussi, et là, c'est bon, et ça aussi, je pense que je peux faire ça. Et là, c'est magnifique, j'arrive à voir. Merci beaucoup. Ah, Oui, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc lui, en fait, il s'intéresse beaucoup plus à l'anatomie et il essaye de faire le lien entre toutes les parties du corps. Et derrière, il essayera en fait d'ajuster un problème, on va dire, un problème de diaphragme en agissant sur la région dorsale et la région thoracique. Lui, en fait, c'était beaucoup plus anatomie et beaucoup plus osseuse. Donc, d'un côté, en fait, il essaie d'apprendre l'anatomie et de se parfaire en anatomie. Et de l'autre côté, il a donc ce côté, on va dire, spirituel, où il réfléchit un peu plus à la création et au fait que, voilà, donc le Dieu a bien fait les choses dans le corps. Donc, en combinant en fait une connaissance anatomique et physiologique à la logique d'un raisonnement, il est pionnier en fait dans tout ce qui est donc approche scientifique de la maladie, de la médecine et aussi donc de la fondation de cette science qui est donc l'ostéopathie. Au fait, lui, il disait quoi? Il disait j'améliorer ma connaissance anatomique jusqu'à être totalement familier avec chaque os du corps humain. Donc, c'est ce que apprennent actuellement les étudiants en école d'ostéopathie, c'est qu'il faudra tous les jours être en contact avec un animal, il faudra tous les jours passer des heures à palper, au fait, ce qu'on appelle les reliefs palpables. Les reliefs palpables, on va dire, si on prend par exemple des vertèbres, ça va être les processus épineux et transverses. Donc là, il faut vraiment palper tous les jours pour avoir cette mémoire tactile et développer cette mémoire digitale. En fait, lui, c'est ce qu'il a essayé de faire, c'est-à-dire de pouvoir tout, tout apprendre en fait par rapport à l'ossature du corps et derrière faire le lien avec l'ensemble des insertions musculaires, l'ensemble des mésentères, l'ensemble des adhérences avec les organes et les viscères. Donc, après la guerre, donc, il y avait une épidémie, malheureusement, de méningite cérébro-spinale et il y avait 3 de ses enfants qui étaient malades. Il a quand même chargé des médecins en qui il a confiance. Et les 3 enfants qu'il avait, qui étaient malades, sont morts à cause de cette épidémie. Et là, il a complètement perdu confiance en fait, dans la science et en la médecine telle qu'a été pratiquée à cette époque-là. En fait, pour lui, en fait, le corps avait déjà des systèmes de pouvoir de pouvoir régler les problématiques et les dysfonctions. Et là, vu que ces systèmes-là étaient défaillants et que l'intervenant, le médecin, n'a pas pu agir sur cette force vitale à l'intérieur du corps, il a essayé d'intervenir avec des médicaments, avec d'autres choses de l'extérieur. Donc, le corps n'a pas respecté ça. Et c'est pour ça que ces enfants, voilà, donc, sont morts. Donc, il a complètement perdu, au fait, confiance. Et donc, il décidait, en fait, que Dieu n'était pas un Dieu d'incertitude, mais un Dieu de vérité. Donc, toutes ces œuvres spirituelles et matérielles, elles sont complètement harmonieuses.
sa loi de vie animale est absolue, un Dieu est avisé à certainement placer en fait le remède au sein même de la demeure matérielle, c'est-à-dire le Dieu, il a créé en fait un organisme humain ou animal, il a mis en fait, il a insuflé une vie à l'intérieur et en même temps, il a mis à l'intérieur de cet organisme-là une vie, une vie et des mécanismes qui régulent l'ensemble des pathologies, ce qu'on appelle nous, aux vétérinaires ou en médecine, on appelle l'homéostasie. C'est quoi une homéostasie? C'est un état d'équilibre du corps. Quand on parle d'un état d'équilibre dans un corps, on parle de fourchette. Cette fourchette, c'est ce qu'on appelle la fourchette physiologique, c'est-à-dire la limite inférieure et la limite supérieure. La limite supérieure, c'est au-dessus, on est en hyper. Si on est en dessous de la limite inférieure, on parle de l'hypo. Contenant entre les deux valeurs, on est dans un état physiologique, dans un état homéostasique. Donc, lui, au fait, il pensait à ça, il disait au fait que dans le corps, normalement, on a différents systèmes qui permettent de réguler le corps. Du moment que le corps reste dans un état de maladie, c'est-à-dire nous, on n'a pas pu se servir de cette force qui était à l'intérieur du corps pour pouvoir la rétablir. Donc, comme j'ai dit, c'est très spirituel, il faut vraiment s'accrocher dans cette première partie où on va parler d'histoire et de développement de cette science. Donc, dès qu'il est sorti au fait, de cet aimant chagrin après la mort de ses enfants, et commença en fait sa quête pour la remise en cause de cette approche de médecine classique, il a voulu savoir, eh bien, il a voulu proposer quelque chose de différent par rapport à cette approche médicale où, quand on voit un corps malade, ben, on va essayer en fait, d'injecter des choses, d'apporter des choses qui ne sont pas du corps à la base, et on va essayer de régler en fait, le problème avec ces choses qui sont exogènes et qui ne règlent pas le problème de manière définitive. Donc, en 1874, il a développé, en fait, il a mis, on va dire en clair, ce principe de l'ostéopathie. Et par la suite, il a ouvert donc une école en 1892, donc c'est exactement 100 ans avant ma naissance. Il a ouvert donc ce collège où il a vraiment commencé à enseigner en fait donc cette science. Il n'y avait personne qui était au courant, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Donc là, il n'y a que lui et les gens qui étaient curieux en fait d'apprendre ce que c'est cette science de l'ostéopathie, ils devaient y aller dans ce collège-là aux États-Unis pour pouvoir apprendre. Donc là, il commence dès lors en fait à soigner de nombreuses personnes avec de très bons résultats. Et c'est ça en fait qui intrigue les gens, notamment les journalistes de l'époque. Ils disaient en fait pourquoi lui il propose quelque chose de différent par rapport à la médecine et que ça marche. Et ça marche parfois mieux que la médecine. Est-ce qu'il a découvert quelque chose que nous, on ne connaissait pas, ou bien est-ce que c'est notre médecine actuelle qui n'est pas complète, qui n'est pas performante, et il y a d'autres choses qui peuvent être apportées à cette médecine pour qu'elle devienne, on va dire, euh, totale. Et pensa rapidement que ces zones restreintes bloquaient les courants en fait, nerveux et sanguins, et que par l'intermédiaire de pression, de mobilisation et d'étirement de ces zones, ces patients guérissaient. C'est-à-dire, ben, en fait, on va voir une restriction qui va être au niveau de la colonne vertébrale, parce que quand on va avoir une restriction d'un nerf, la racine spinale qui sort donc de la colonne vertébrale, parce que quand on va avoir une pression sur ce nerf-là, parce que ça va agir au niveau des viscères. Nous, on comprend maintenant, c'est la science moderne, mais à l'époque, en 1870, 60, de 60 jusqu'à 1900, en fait, c'est quelque chose qui n'était pas très connu. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça en fait, qu'il a pensé à cette restriction, que ce soit nerveuse, ça peut être aussi donc sanguine, donc les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques aussi. Donc, il a dit, du moment qu'on a une restriction, il faudra juste, en fait, on n'est pas obligé d'injecter des choses, on n'est pas obligé d'ouvrir le corps, il suffit juste, en fait, de réajuster, en fait, cette dysfonction pour que le corps lui-même reprenne les rênes, en fait, de la régulation et donc, il arrive à régler la dysfonction. Donc, il a enseigné, en fait, dans ce collège-là jusqu'à sa mort, donc le 12 décembre 1917, mais c'était pas la fin de l'ostéopathie. Il y avait des étudiants qui ont repris en fait les différents principes et qui ont par la suite essayé de pouvoir associer science et ostéopathie pour qu'elle devienne une formation complète. Je tiens juste à spécifier que l'ostéopathie vétérinaire et l'ostéopathie animale, ce sont des choses complètement différentes. Donc là, une ostéopathie vétérinaire, c'est une ostéopathie en fait qui va être pratiquée par un vétérinaire, que lui arrive à faire un diagnostic médical et un diagnostic ostéopathique par les doigts. Alors qu'un ostéopathe animal
lui, il n'a pas le droit à des machines, il n'a pas le droit à des instruments, il n'a pas le droit, il n'a même pas le droit en fait à un thermomètre. En fait. Un ostéopathe, s'il veut connaître la température du corps de l'animal, il faudra qu'il demande au propriétaire, c'est lui qui va prendre la température rectale de l'animal. Donc là, en fait, c'est avec les doigts, c'est pour ça que la formation elle est assez longue pour qu'un ostéopathe devienne, on va dire, ou bien arrive à pratiquer, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Là, on va voir un petit peu les principes de cette ostéopathie et les principes, ils ont été faits par style. Et voilà, on a quatre grands principes. Et pareil, donc les grands principes, c'est des choses qui sont facilement en fait compréhensibles. Et pouvoir développer une science à base de quatre principes, c'est quand même assez compliqué que lui a arrivé en fait à faire et à fondre en fait une école sur ça et former des gens sur ça. Le premier principe, c'est l'unité du corps et la globalité. Donc là, si vous demandez à n'importe qui connaît un petit peu en ostéopathie, vous allez lui dire c'est quoi l'ostéopathie, il va vous dire c'est une technique globale. C'est la première chose qu'il va vous dire. Pourquoi? En fait, il y a d'autres sciences qui sont proches de cette science, qui est l'ostéopathie, et donc la kinésithérapie et tout ce qui est donc les chiropracteurs. En fait, c'est des gens qui vont agir sur une région. Si vous avez par exemple, il y a quelqu'un qui a une ligne jaune, je ne sais pas qui c'est. Euh, Euh, en fait, ces sciences sont des sciences qui sont plus ou moins locales. Si on prend un chiropracteur, c'est uniquement le crâne, la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Si on prend par exemple les kinés, vous connaissez tous, en fait, lui, ça va être, voilà, vous avez un problème au niveau du genou, vous avez eu une opération par exemple, lui, il va essayer de pouvoir rééduquer, de renforcer cette région. Or qu'un ostéopathe, lui, normalement, quand vous allez le voir, il va regarder l'ensemble du corps, il va palper l'ensemble du corps, et il doit réajuster l'ensemble du corps. Sinon, il n'a rien fait. Et en fait, dans les semaines à venir après votre séance, vous allez avoir, des répercussions de sa technique ou donc des répercussions, des lésions en fait, que vous avez eues, le fait qu'il n'a pas corrigé l'ensemble des dysfonctions, des dysfonctions du corps. Donc, tout système vivant en fait, est une unité dont chaque partie est en relation mutuelle avec tout. Chaque partie vit pour le tout et par le tout. En fait, quand j'ai vu cette phrase, la première fois, j'ai pensé directement à un hadith. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu ou pas. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Donc, en fait, lui, c'est plus ou moins, c'est plus ou moins le même principe, c'est-à-dire, sallallahu alayhi wa sallam, hadith sharif. Donc, c'est le même principe. On va dire, on a une partie du corps qui ne fonctionne pas, on va dire, c'est les reins qui ne fonctionnent pas, par exemple. Si les reins n'arrivent pas à filtrer les déchets, ben, au bout d'un certain temps, on va commencer à avoir des répercussions sur l'ensemble des organes qui vont subir soit le stockage de ces déchets, soit, on va dire, quand on a un polyuréthrolytique, par exemple, de subir la déshydratation ou autre. Là, c'est un exemple d'un organe. Donc, le corps travaille pour l'organe et l'organe aussi, lui, travaille pour que le corps reste en homéostasie. On revient toujours, vous allez voir que ce mot homéostasie et ce mot équilibre reviendra souvent. Donc, tout ce qui se produit dans une de ces parties se répercutera en fait sur l'ensemble du corps. Et Steele disait quoi? Nous considérons le corps en parfaite santé, ce qui signifie perfection et harmonie. Non pas au sein d'une partie, mais dans le corps entier. C'est pour ça que l'ostéopathie est une science globale et qui va agir et travailler avec l'ensemble du corps. Donc, il existe en fait au sein du corps un tissu omniprésent, c'est le tissu conjonctif ou ce qu'on appelle les fascias. Là, actuellement, il y a un principe, c'est un principe qui va être porté par une dame qui s'appelait, je pense, Amélie Gardel, et elle aussi donc ostéopathe, et elle travaille avec l'ordre des vétérinaires parce que chaque année, il y a plusieurs sessions d'examen pour que quelqu'un qui a fait des études en ostéopathie animale arrive à avoir son diplôme. Il va avoir un diplôme d'école, sauf qu'avec le diplôme d'école, je parle en France, hein, on va avoir 5 ans d'études. Après les 5 ans d'études, vous allez avoir un diplôme de votre école, mais avec le diplôme de votre école, vous ne pouvez pas travailler encore. Et il faut s'inscrire à un concours. Ce concours, il se passe à Lyon. Et ce concours, c'est l'ordre des vétérinaires qui le gère.
il faudra avoir les tests théoriques et pratiques. Et là, vous allez être enregistré en fait, sur le registre national d'aptitude, ce qu'on appelle le RNA, registre national d'aptitude. Et c'est là que l'ostéopathe pourra avoir son cabinet et il pourra travailler. Et là, cette dame qui est examinatrice en fait, dans ce concours, elle porte en fait, ce principe des fascias, que ce soit des fascias externes et internes, et que ces fascias peuvent se contracter et peuvent être eux-mêmes l'origine d'une pathologie. Donc, on va voir le tissu conjonctif, que vous connaissez tous. C'est un tissu qui se retrouve dans l'ensemble des organes du corps et l'ensemble des territoires du corps. Et c'est un tissu qui va permettre en fait, le passage des vaisseaux, des nerfs, et aussi donc les vaisseaux lymphatiques. Et si on a un problème avec un tissu conjonctif, c'est sûr qu'on aura un problème avec les nerfs et avec les vaisseaux. Et derrière, on aura des répercussions sur un organe, soit qui travaillera beaucoup, soit qui va avoir une restriction de fonction. Et là, on va avoir donc un corps qui ne va pas fonctionner normalement. Donc, on a ce tissu en fait, ce conjonctif ou fascia qui assure la structuration en fait, de l'organisme, c'est-à-dire dans chaque tissu, on va avoir un parenchyme fonctionnel, si on prend le foie, et à l'intérieur de ce foie, on va avoir aussi donc, le tissu conjonctif qui va ramener les vaisseaux et les nerfs. On a aussi donc la conduction des flux liquidiens, comme j'ai dit, donc c'est sang artériel, sang veineux et le liquide, les vaisseaux lymphatiques, donc la lymphe. Et aussi, quand on parle donc, de la conduction en fait, du flux liquidien, on va parler plus tard, vous allez voir le principe donc, de notre liquide céphalorachidien. Donc nous, en tout cas moi, dans ma formation vétérinaire, le liquide céphalorachidien, on a appris beaucoup de choses par rapport à ce liquide, mais il y a beaucoup de lacunes, notamment à sa circulation. En tout cas, nous, on n'a pas acquis que les ostéopathes cherchent souvent et qu'ils arrivent même à palper, ils arrivent même à reconnaître un petit peu la fluctuation du liquide céphalorachidien, sachant que c'est quelque chose, en tout cas pour moi qui est vétérinaire, très difficile à palper, très, très difficile à reconnaître avec les doigts. Pourquoi? Parce qu'on a un système nerveux central avec un cerveau molipinière. À l'intérieur, on a des ventricules et un canal des pompes des mers qui contient ce liquide céphalorachidien, sauf que ce même système nerveux central qui est l'encéphale et la moelle épinière se baigne aussi à l'intérieur du liquide céphalorachidien qui se trouve dans l'espace sarcoïdien. Donc, en médecine humaine, on dit que le cerveau en lui-même pèse 1,5 kg, et quand on le prend dans son liquide céphalorachidien, il pèse 50 grammes. Donc, ce sont des choses qui sont très difficilement en fait, identifiables uniquement avec une palpation par les doigts, or qu'un ostéopathe, on va dire, c'est pas un débutant, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu au niveau de l'école, la plupart des sensations, on va dire, et donc de la mémoire végétale chez les étudiants, ils la développent à partir de la 4e année, c'est-à-dire, ils sont tous les jours avec un animal de la première année jusqu'à la 4e année pour pouvoir détecter au fait ces fluctuations du liquide céphalorachidien. Donc, c'est des choses qui sont très difficiles, que j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé quand même de pouvoir comprendre un petit peu. J'ai mis mes doigts, j'ai mis mes mains, j'ai essayé. Ils arrivent tous à percevoir ça, sauf moi, sachant que moi, j'étais le vétérinaire, en fait. J'étais le seul vétérinaire du groupe. Donc, ce tissu aussi, donc, conjonctif et les fascias sont le support aussi donc, pour les vaisseaux, les nerfs et les autres fibres conductrices, notamment les fibres nerveuses. Donc, le deuxième principe, c'est la relation mutuelle entre la structure et la fonction, c'est-à-dire si on a un tissu normal avec sa conformation normale, normalement, il doit remplir son rôle sans aucun problème. Le rôle aussi, s'il a été fait comme il faut, normalement, il ne va pas avoir d'effet néfaste sur le tissu. Et normalement, on doit avoir un équilibre entre la structure, en fait, qui, elle, remplit un rôle, et le rôle qui respecte un petit peu la structure. Donc, si on prend comme exemple les articulations, voilà, donc là, en fait, elle a été bien faite pour faire, on va dire, une extension et flexion. Par la suite, si donc l'articulation n'a pas de problème, l'extension et la flexion sont faites sans aucun problème. Par la suite, si on a
donc un problème un problème organique au niveau de l'articulation, c'est sûr que la fonction ne va pas être faite. Pareil pour la fonction, si l'extension et la flexion dans les limites physiologiques elles ont été bien faites, normalement l'articulation ne doit pas avoir de problème et normalement elle fonctionne normalement. Si un jour on a une hyperextension qui a fait que on dépasse les limites physiologiques, c'est sûr qu'on va avoir des lésions, que ce soit articulaires, donc au niveau donc, du cartilage articulaire, que ce soit au niveau des ligaments de la capsule, ça va produire une lésion et cette lésion qui a été produite par la fonction abîme la structure et on va finir par avoir une pathologie. En fait, l'intégrité de la structure aidera efficacement le corps à exprimer en fait ses fonctions et pareil, donc réciproquement, l'amélioration de la fonction favorisera la régénération de la structure et le maintien aussi de bonne santé des différentes composantes de l'organe qui remplit cette fonction. Style, il disait quoi? Il dit, lorsque toutes les parties du corps sont équilibrées, nous avons la santé. Lorsque ce n'est pas le cas, l'effet résultant de la maladie. Et lorsque les pièces sont réajustées, à la maladie fait face à la santé. En fait, lui, comme j'ai dit, il est toujours dans ce cadre d'observation. Voilà, donc là, en fait, le corps, normalement, il est équilibré, donc il va faire tous les rôles convenablement. Par la suite, s'il y a un problème avec la structure, c'est sûr qu'on va voir l'état de maladie. Et derrière, si on réajuste tout comme ça a été avant la maladie, en fait, la maladie laissera place à la santé. Elle écrit quoi aussi? La maladie résulte d'anomalies anatomiques suivies de désordres physiologiques. Et pour guérir la maladie, les parties anormales doivent être ajustées vers le normal. En fait, on n'est pas obligé de pouvoir rajouter des choses de l'extérieur, que ce soit médicaments ou autres, pour pouvoir redonner la fonction, redonner la vie à cette fonction. Il suffit uniquement de pouvoir remettre les choses en ordre, et là, tout remarchera à nouveau sans aucun problème. Le troisième principe, on a dit qu'il y aura quatre. Le troisième principe, en fait, c'est que le corps a son propre système d'auto-guérison, d'autorégulation et d'auto-ajustement. C'est-à-dire, en fait, dès la naissance, on a déjà l'ensemble des mécanismes. Et si on n'arrive pas à faire quoi que ce soit, ça veut dire ce système, voilà, donc des gens ne fonctionnent pas normalement. On n'est pas obligé d'inventer un système qui remplacera ce système. Il faudra uniquement de pouvoir le remettre en marche. Et ce système-là, en fait, il donnera le restant en fait, des systèmes permettant le fonctionnement. Si je donne un exemple avec une fracture, on va avoir une fracture, et là, on a donc deux os qui sont complètement séparés, et on a des tissus qui sont, voilà, donc les muscles, la peau et autres. Donc, est-ce que c'est à nous de pouvoir guérir la fracture? C'est pas possible. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, nous, vétérinaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on va remettre les os l'un face à l'autre dans la bonne position. On va essayer de remettre tout ce qu'il faut donc autour de cette fracture et de tout stabiliser. Et par la suite, on couvre par des anti-inflammatoires contre la douleur et des antibiotiques contre les infections. Voilà, c'est tout ce que peut faire un vétérinaire ou un médecin. Derrière, qu'est-ce qui va travailler à notre place pour pouvoir remettre tout en place? C'est cette capacité en fait, dans le corps à pouvoir refaire donc, on va dire, donc un cal osseux qui stabilise. Par la suite, on aura un tissu osseux primaire qui va se mettre et par la suite, on va avoir un remodelage qui va se faire pour pouvoir produire un os compact. Voilà, donc comme celui qui était là avant. Si par la suite, ce corps rejette quelque chose, le vétérinaire ne pourra pas faire grand-chose. Là, je me rappelle du cours du webinaire de M. Mokhtar, la dernière fois, en fait, il a appliqué deux, je pense, ne pourra pas faire grand-chose. Et là, donc, on est obligé de pouvoir laisser la nature faire les choses où on va avoir soit une fibrose, soit, on va dire, une consolidation de la région et un blocage. Donc là, c'est des choses, en fait, qui surviennent au cas où le corps refuse. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait généralement? C'est qu'on sollicite cette capacité du corps à pouvoir rétablir et l'ensemble des principes de l'ostéopathie se base sur ce principe en disant que le corps arrive à faire les choses lui seul. Voilà. Et nous, on est obligé de pouvoir travailler avec le corps si on veut avoir un résultat. Donc, le corps est un organisme complexe
qui se règle seul pour se maintenir en bonne santé. En cas de maladie, le corps lutte constamment pour aller mieux. Par la suite, ça dépendra. Si le corps lutte de la bonne manière, normalement, il revient à un état normal. Quand il lutte, mais de manière pathologique, là, il faudra le libérer pour qu'il fonctionne normalement. Par conséquent, en fait, tout changement établi par le corps, sans intervention externe, s'accomplit toujours vers la santé et ne décide pas en fait lui-même de tomber malade. Le corps ne décide pas lui-même de tomber malade. Donc, il suffit en fait, de pouvoir réajuster en fait, ces dysfonctions, que le corps revient à un état normal. C'est le concept, toujours comme j'ai dit, de l'homéostasie, d'un équilibre qui revient souvent en cas où on a un système fonctionnel normalement. Donc, tous les remèdes en fait, de la nature sont dans le corps. Et comme j'ai dit, les ostéopathes travaillent directement avec le corps, travaillent directement en sollicitant le corps pour qu'ils travaillent avec eux pour pouvoir rétablir cette problématique. L'ostéopathie, en fait, travaille avec le corps, avec la santé du corps, et c'est la tâche de l'ostéopathe de trouver cette santé, c'est-à-dire l'ostéopathe, il doit faire quoi? Il doit, en fait, détecter ce qui ne va pas. De deux, de pouvoir savoir comment on règle ça. Et de trois, donc de pouvoir tout réajuster. Et comme j'ai dit, c'est tout le corps qui doit être réajusté, ce n'est pas uniquement une partie. Un ostéopathe, comme j'ai dit, ou bien l'ostéopathie, c'est une science globale. C'est le premier principe. Donc, le rôle de l'ostéopathe, en fait, se borne donc grâce à un raisonnement, on va dire, assez classique, hein, donc, par rapport à la fonction et à la structure, sur la connaissance anatomique et physiologique. En fait, quelqu'un qui ne maîtrise pas l'anatomie, qui ne maîtrise pas la physiologie, ne pourra pas être ostéopathe. Pourquoi? Parce que, je pense que c'est M. Mkidej qui a parlé de ça la dernière fois. En fait, si on fait quelque chose contre la nature, on produit des dégâts plus graves que la lésion de départ. Vous êtes face à un persan arabe qui coûte, je ne sais pas combien, je pense qu'il a dit 70 000 euros. En fait, c'est un cheval qui coûte une fortune. Et là, toi, tu viens avec ta technique que tu n'as pas maîtrisée, avec des lacunes en connaissance, avec des lacunes en anatomie, en physiologie, tu appliques une technique qui sont généralement assez fortes. On va voir plus tard les différentes techniques de réduction. Ben, là, en fait, si tu fais des choses dans le mauvais sens, les dégâts ne sont même pas, en fait, ne sont même pas réversibles, que ce soit de manière médicale ou ostéopathique. Donc, la connaissance, ça doit être parfaite. L'ostéopathe, il vise quoi? À trouver déjà les éléments entravant les processus normaux d'amélioration, c'est-à-dire pourquoi on a ce problème, et de deux, pourquoi le système qui régule cette fonction n'est pas fonctionnel. Donc, on a une lésion. Pourquoi on a cette lésion? Cette lésion, elle a un système qui la régule. Pourquoi ce système de régulation ne fonctionne pas? Il faudra le remettre, il faudra le réajuster par la suite. Donc, elle est réajustée par la suite à laisser la sagesse du corps faire l'essentiel, rétablir son équilibre et sa santé. Comme nous, comme j'ai dit, on ouvre, on nettoie la lésion, voilà, on fait les broches, on fait ce qu'on peut pour on va dire la fracture. On doit tout remettre, on traite, on fait une couverture anti-inflammatoire antibiotique et on laisse le corps travailler. Là, pareil, donc on doit laisser la sagesse du corps. Il y a des techniques ostéopathiques où l'effet est immédiat. Il y a des techniques ostéopathiques où l'effet s'étale sur des jours, parfois 15 jours, avant d'avoir un effet complet. Et là, c'est des choses aussi qu'il faudra discuter avec le propriétaire. Pourquoi? Parce que, comme dit M. Clark toujours, en fait, si l'animal part et 2 jours plus tard, il boite toujours, ben, il y a des gens qui vont dire, attends, l'ostéopathie, je pense que ça ne marche pas trop. Si vous pensez que c'est une technique voilà, donc qui va avoir un effet voilà, qui se développe avec le temps, il faudra le dire, il faudra prendre le temps. Vous allez voir plus tard une petite vidéo où vous allez voir une ostéopathe qui corrige des dysfonctions et en même temps, elle explique au propriétaire voilà, ce qu'elle fait et tout ça, et que voilà, il y a des choses qui vont marcher de suite et des choses qui vont marcher un peu plus tard. Le quatrième principe, c'est ce qu'on appelle la règle de l'artère et la libre circulation des fluides. Ça, tout le monde, en fait, va comprendre, c'est-à-dire, ben, si on a quelque chose qui empêche la circulation sanguine, donc le flux nerveux ou bien la lymphe, c'est sûr qu'on va avoir en fait une dysfonction au niveau de l'organe effecteur. Donc, par la suite, quand on parle de cette circulation de l'information, c'est, voilà, donc ça peut être en lien avec les nerfs, ça peut être en lien avec les vaisseaux, ça peut être en lien avec le liquide céphalorachidien aussi, qui lui est un liquide assez magique. Donc, un apport abondant en fait et complet de sang artériel doit être amené et délivré à toutes les parties, organes et glandes par les artères. Par la suite,
Donc là, l'artère vient ramener tout ce qu'il faut comme ressource à ce tissu. Derrière, il y a des déchets qui vont être produits. Là, c'est le sang aussi, avec la circulation veineuse, qui doit tout prendre et elle doit passer par le foie, elle doit passer par le cœur pour pouvoir, et les poumons aussi, pour pouvoir renouveler les ressources faites dans ce sang. Et si on a, ça c'est Steele qui a dit ça, hein. Après, c'est des choses que vous connaissez, vous êtes vétérinaire. Donc pour Steele, en fait, le sang, la lymphe, les nerfs avec le liquide céphalorachidien transmettent la force vitale. Donc lui, il parlait en fait pour le liquide céphalorachidien, il l'appelait le souffle de la vie. Après moi, quand la première fois que j'ai entendu sa phrase, je n'étais pas très d'accord. Le souffle de la vie. Et derrière, en fait, quand il a vu les techniques ostéopathiques qui vont agir sur le liquide céphalorachidien et l'effet que ça produit sur le corps de l'animal, franchement, hein, quand j'ai vu, là, je vais vous montrer quelques articles qui parlent de ces techniques, vous voyez que en fait, c'est des choses qui gèrent vraiment en fait, beaucoup de réponses, beaucoup plus végétatives. Elles ne vont pas agir sur notre système somatique et tout ce qui est volontaire, mais on va dire, elles aident beaucoup plus notre système végétatif et notre système nerveux autonome. En fait, la libre circulation des fluides et au sein en fait, d'un système vivant est capitale pour sa santé et pour les ressources et l'évacuation des déchets de chaque organe. Little John, en fait, c'est un étudiant de Steele, sauf que lui, et, en fait, il n'était vraiment pas d'accord avec tout ce qui est spirituel. Il a vraiment voulu faire les choses de manière scientifique. C'est à lui, en fait, qu'on doit l'intégration des sciences fondamentales, chimie, biologie, physiologie, physiopathologie, et donc tout ce qui est intégré par la suite, l'enseignement de l'ostéopathie. Avant, en ostéopathie, il n'y a que tout ce qui est spirituel, tout ce qui est les bases, donc développées par Steele et Sutherland. Vous allez voir plus tard ce qui c'est. Donc lui, il a voulu sortir un petit peu l'ostéopathie de tout ce qui est spirituel et il a voulu apporter de la science pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe dans le corps, ce qui est déclenché donc dans le corps par des techniques ostéopathiques. Donc il a étudié également la biomécanique. La biomécanique, en fait, c'est une science assez complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a différents axes et par la suite, il y a différentes mobilités pour chaque articulation. Il faudra connaître les surfaces, il faudra connaître les moyens d'union de chaque articulation et pourquoi donc, il y a des limitations de part et d'autre de ce domaine de mobilité de l'articulation. Et derrière, à quel moment s'arrête le mouvement physiologique, à quel moment s'arrête le mouvement élastique quand on appuie ou quand on donne, on va dire, une force. Eux, ils parlent de tension. À quel moment s'arrête la limite élastique et au-delà de cette limite élastique, on rentre dans le domaine pathologique. Et là, c'est quelque chose qu'on va voir plus tard, comment on peut faire en ostéopathie pour pouvoir régler ces problèmes, les problèmes d'articulation. Après avoir en fait établi la mobilité des os du crâne, Sutherland, qui lui était étudiant, en fait, Sutherland était un journaliste. Il était un journaliste, il était juste curieux, et quand il a été voir l'école, il a vu les principes, il a voulu apprendre, il est devenu ostéopathe, et il a complètement en fait, laissé, donc, il a complètement laissé le journalisme, et il a voulu voilà, donc, développer un petit peu d'autres principes que Steele n'a pas pu développer, et c'est lui en fait qui a intégré tout ce qui est crâne et donc l'utilisation en fait du crâne et des méninges pour pouvoir régler beaucoup de problèmes au niveau crânien, au niveau hormonal aussi. Donc il a développé l'idée du fait que les mouvements étaient intégrés en fait par les membranes durales. Quand on parle de la membrane durale, c'est la dure mère. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, on a trois méninges. La plus superficielle qui est proche de l'os, c'est la dure mère, l'arachnoïde au milieu, et la pinéaire, c'est celle qui va être collée à la moelle épinière et à l'encéphale. Donc lui, la dure mère, en fait, c'était la plus solide, la plus externe, la plus épaisse, et c'est elle qui avait des insertions anatomiques au niveau du crâne, au niveau donc ce qu'on appelle le foramen magnum, donc c'est le foramen de l'os occipital, et elle avait des insertions au niveau donc, de l'atlas et de l'abscisse, la première et la deuxième vertèbre cervicale, et elle va comme ça jusqu'à le sacrum. Donc c'est la même chose pour les animaux et les humains. Et donc lui, en fait, quand il va appliquer des techniques sur le crâne, on va avoir des répercussions au niveau du sacrum. Et si on a des répercussions sur le sacrum, on va les avoir au niveau donc, de l'os iliaque. Et si on les a au niveau de l'os iliaque, on va les avoir au niveau du membre postérieur. Et pareil aussi donc, pour les muscles du cou et le membre antérieur aussi. Là, en fait, lui, en agissant sur uniquement le crâne, il va pouvoir régler beaucoup plus de problématiques au niveau du tronc et au niveau du membre postérieur et antérieur.
Donc, il y avait ça aussi, donc il y avait les membranes durales, et il y avait aussi donc ce qu'on appelle les membranes de tension réciproque. Donc, c'est lui aussi donc, qui a développé le principe d'inspire et expire. En fait, moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir comprendre en fait, ce que c'est en fait, ce concept, inspire et expire. Moi, en fait, j'ai dit inspire et expire, c'est l'inspiration et l'expiration des poumons. Ça n'a rien à voir. En fait, ce concept d'inspire et expire concerne beaucoup plus le crâne. En fait, le crâne, nous, on dit que pour chaque espèce, notamment l'homme, ben, il y a un âge où les os du crâne se s'ouvrent. On a ce qu'on appelle des synostomes. Donc, nous, on pense que le crâne, voilà, il est une boîte fermée. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de mobilité, il n'y a rien en fait. Or que lui, quand il a étudié ce qu'on appelle les biseaux, je ne sais pas si vous vous rappelez donc, des structures qu'on a au niveau donc, des os du crâne, en fait, il a trouvé qu'il y a des micro-mouvements qui sont possibles et ces micro-mouvements, en fait, sont cycliques, ils sont rythmiques pendant toute la journée et c'est ce qui va faire en sorte que le crâne se contracte et ces contractions en fait, du crâne vont permettre de pouvoir faire véhiculer en fait, et faire circuler le liquide céphalorachidien. À l'intérieur, on a donc deux ventricules latéraux, on a un troisième ventricule et un quatrième ventricule qui se trouve entre ce qu'on appelle le mésencéphale ventral et mésencéphale dorsal. Le mésencéphale dorsal, c'est le cervelet, en fait. C'est pour ça qu'on a une technique qui s'appelle la CV4. CV4, ça veut dire compression du quatrième ventricule, celui qui se trouve en dessous du cervelet. Et là, en fait, quand on va appliquer une technique, en fait, c'est comme ça on a accéléré ce mouvement, en fait, ce concept d'inspire et d'expire pour pouvoir redémarrer. C'est une phrase que j'ai eue c'est la première année, je pense, quand j'étais à l'école, ici. Et il y avait une étudiante, je pense, en cinquième année, c'est une Suisse, elle m'a dit, dans son mémoire, elle m'a dit, genre, je vais pouvoir, avec la CV4, redynamiser les tissus auxquels le liquide céphalorachidien diffuse. Donc, moi, je n'avais pas compris la phrase. Je lui ai dit, bah, explique-moi, parce que moi, je ne comprends pas, le liquide céphalorachidien, il reste dans le cerveau. Elle m'a dit non. Ouais. Voilà, donc, sachant que c'était une étudiante de cinquième année. Hein. Elle a pensé que quand on comprime le CV4, en fait, le liquide céphalorachidien sort et il va vers les tissus. Ce qui n'est pas le cas. Mais ce qui est vrai, c'est que le liquide céphalorachidien, quand on comprime la CV4, il va agir sur l'ensemble du corps, mais il ne va pas sortir il va pas sortir de notre système nerveux central. Et là, en fait, tout ça, c'est lien avec Inspire et Expert. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer, soit dans le groupe, que ce soit par mail, j'ai mis mon mail au début de la présentation, pour vous envoyer un petit peu des documents qui parlent de Inspire et Expert, mais beaucoup plus pour les humains. On n'a pas beaucoup de travaux qui étudient un petit peu les biseaux et les déformements enfin, des os du crâne chez les animaux. Donc, ça se développe de plus en plus pour comprendre en fait le cycle, donc ce qu'on appelle le mouvement respiratoire primaire chez les animaux. Donc, on a les faux en fait, du cerveau et du cervelet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, c'est des membranes donc, qui séparent les deux hémisphères du cerveau et qui séparent aussi donc, le cervelet et l'étage des hémisphères. On l'a chez l'homme, on l'a chez les animaux. Et en fait, dans ce qu'on appelle le faux du cerveau et la tente du cervelet, on aura des grands sinus veineux qui, eux, en fait, récupèrent ce liquide céphalorachidien et qui sont dépendants de la diurmère. Donc, non seulement, quand on va agir sur le crâne, on va agir sur la colonne vertébrale en agissant sur la membrane, sur la diurmère, mais en même temps sur le cerveau, parce qu'on va agir sur la tente du cervelet et la faux du cerveau. Par la suite, quand on va agir sur la diurmère, en fait, le liquide céphalorachidien, où est-ce qu'il est produit? Le liquide céphalorachidien, il faut savoir qu'il est renouvelé plusieurs fois par jour. Il est produit par ce qu'on appelle des plexus choroïdes, qui eux se trouvent à l'intérieur des ventricules, que ce soit les latéraux, que ce soit le troisième et quatrième, et il va être résorbé par les sinus donc veineux qui se trouvent au niveau donc, de la tente du cervelet et de la faux du cerveau. Donc, quand on va agir sur le crâne, on va agir sur la diurmère, donc sur l'ensemble, je ne sais pas si vous voyez donc sur le schéma, vous voyez au fait donc en bleu ce qu'on appelle la ASSB. La ASSB, c'est la symphyse sphénobasilaire. Cette symphyse sphénobasilaire, en fait, c'est une symphyse qui se trouve à la base du crâne et ça va être une symphyse qui se trouve entre le corps basilaire de l'os occipital, ce qu'on appelle l'occiput, et devant ce qu'on appelle le sphénoïde. Le sphénoïde, c'est l'os en fait, qui porte ce qu'on appelle la selle turcique. La selle turcique, c'est une cavité où se trouve l'hypophyse. L'hypophyse, ceux qui ne le connaissent pas,
c'est une glande qui produit la quasi-totalité presque des hormones du corps, ou bien celle qui régule les hormones qui sont produites par les glandes du corps, que ce soit celles qui sont produites par les surrénales, celles qui sont produites par la thyroïde, celles qui sont produites par les ovaires. Donc, quand on va agir sur le crâne, on va agir sur la SSB, la sphéno-basilaire, qui elle va agir sur l'hypophyse, qui elle va produire des hormones et qui vont produire un effet plus ou moins en fait bénéfique et prolongé en fait dans le temps. Sauf que quand on va agir sur ce crâne, ben, on va agir sur la dure mère. Si vous voyez la flèche bleue, en fait, on va faire tout le lien entre le crâne et le sacrum. Quand on va agir sur le sacrum, on va agir sur le membre postérieur. Ok, ça c'est une voie. On peut faire la même chose, mais de l'autre sens. En commençant par le membre postérieur pour agir sur le sacrum. Le sacrum va agir sur la dure mère rachidienne et la dure mère va agir sur le crâne. En fait, c'est pour ça qu'on parle d'une technique globale. En fait, on règle toutes les dysfonctions du corps avec plus ou moins une ou deux manipulations. Le changement en fait, de conformation du cerveau donc, et des ventricules provoque la fluctuation de ce qu'on appelle du liquide céphalorachidien, le LCR, qui se répercute par la suite aux œufs du crâne, attention, et voilà, donc il a voulu comprendre et anime ce liquide céphalorachidien, comment il circule, ben, qu'est-ce qui gère son rythme comme celui qui lui est, voilà, est déplacé donc, par le cœur. C'est les battements du cœur qui vont faire circuler en fait, le sang. Mais là, pour le liquide céphalorachidien, il est à l'intérieur à l'intérieur, circule à l'intérieur de la nerveux central et à l'extérieur, mais qui bouge, il circule, comment il permanence avec quelque chose jusqu'à ce que, ben, en fait, on sent des choses qui ne sont pas palpables par quelqu'un qui va toucher pour la première fois ou même pour la centième fois. C'est ce qu'on appelle en fait un doigt pensant. On l'appelle un doigt pensant, on l'appelle aussi donc un doigt ressentant, voyant, connaissant, avec donc, afin d'expérimenter en fait les patients et toutes les phases du mécanisme respiratoire primaire. Moi, en fait, quand j'ai été voir l'ostéopathe, comme j'ai dit au début de ma présentation, en fait, elle a juste en fait, posé ses mains en fait, au niveau de mon dos. Elle m'a dit c'est ici en fait, que tu as un problème, il faudra juste réajuster ça pour pouvoir. Ben, en fait, on n'est même pas obligé de pouvoir travailler sur ton genou. En travaillant uniquement en fait, avec ton dos, on va pouvoir régler le problème de ton genou et c'était le cas. Sauf que, comme j'ai dit, ce ne sont pas des choses qui sont palpables par les doigts de quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Donc, elle peut être aussi donc, perçue par des mains habiles et éclairées. Il faut savoir qu'une séance d'ostéopathie, ça dure en moyenne 1 heure. Et pendant toute l'heure, en fait, il faut savoir que la quasi-totalité du temps est faite pour le diagnostic. Pour le traitement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais c'est beaucoup plus le diagnostic qui fait ça. Donc, il y a beaucoup de techniques qui sont applicables sur l'ensemble du corps. Voilà, donc elles peuvent être utilisées en fait, pour pouvoir rétablir la santé. Comme je dis, c'est rétablir, c'est pas retrouver. On ne va pas pouvoir insuffler quelque chose dans le corps, on ne va pas pouvoir administrer quelque chose dans le corps. On va directement en fait réajuster le système qui était normalement là pour pouvoir rétablir la mobilité, et lui en fait il fera le reste. Là, on va parler un petit peu du métier, le métier en fait, d'un ostéopathe. Comment il est fait et quelles sont les différentes définitions qui sont applicables sur le métier donc d'ostéopathe animalier et plus ou moins pour l'ostéopathe humain, hein, parce que faut savoir que là actuellement, les ostéopathes humains s'inspirent de la santé animale et pareil, l'ensemble des ostéopathes animaliers s'inspirent de l'ostéopathie humaine. Il y a beaucoup d'ostéopathes humains qui font en même temps la formation pour devenir ostéopathe animalier, ils essayent de faire les deux en même temps. En fait, l'ostéopathe, en fait, dans une approche systémique, en fait, après le diagnostic ostéopathique, effectue des mobilisations et des manipulations pour la prise en charge des dysfonctions ostéopathiques du corps humain ou animal. Quand on parle de dysfonction, on ne parle pas de lésion. Il ne faut vraiment pas confondre, parce que la lésion, c'est un rein polykystique. Ça ne sert à rien en fait, d'aller chercher un ostéopathe. Lui, il ne pourra pas rétablir le rein avec un tissu, avec des néphrons qui filtrent, avec des tubes qui sécrètent. Il ne pourra pas faire ça. En fait, lui, il peut agir sur des tissus sains et qui présentent des dysfonctions. Il ne pourra pas rétablir l'originel, on va dire, le tissu originel.
Donc, on verra plus tard la différence entre la dysfonction d'un tissu et la lésion d'un tissu. En fait, quand c'est une lésion, on a ce qu'on appelle le diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire un ostéopathe. La première chose qu'il va faire, c'est de vérifier les symptômes qui indiquent une maladie liée à des lésions tissulaires. S'il trouve des symptômes qui indiquent des lésions tissulaires, donc pour lui, comme j'ai dit, c'est un diagnostic d'exclusion. Il va directement en fait envoyer la personne ou l'animal à un vétérinaire. Par la suite, si il trouve que ce n'est pas quelque chose de lésionnel, c'est quelque chose de, voilà, c'est de dysfonction, là, il va pouvoir faire quelque chose. Donc, ces manipulations, en fait, et mobilisations ont pour but, en fait, de prévenir, de remédier, en fait, aux dysfonctions en vue de maintenir, donc, ou d'améliorer, en fait, l'état de santé des personnes à l'exclusion, en fait, des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par un agent physique. Là, en fait, un ostéopathe ne pourra pas injecter quoi que ce soit, il pourra pas, il a pas droit, en fait, à des instruments. C'est uniquement avec les doigts qu'il pourra faire les choses. Pour le diagnostic ostéopathique, cette fois-ci, en fait, c'est quelque chose qui comprend deux opportunités. En fait, c'est ce que je disais avant, c'est le diagnostic d'exclusion et le diagnostic fonctionnel. Le diagnostic d'exclusion, voilà, c'est une démarche qui consiste à identifier des symptômes. S'il trouve des symptômes, il va envoyer directement en fait, à un vétérinaire. Il ne va pas pouvoir faire des choses, ce qui n'est pas le cas pour un vétérinaire qui peut faire de l'ostéopathie. Un vétérinaire, en fait, et teste si c'est quelque chose d'organique, de lésionnel, il va pouvoir traiter avec des médicaments. Quand c'est quelque chose qui, voilà, qui va être une dysfonction, qui n'est pas lié à des lésions, là, il pourra traiter par des techniques ostéopathiques. C'est pour ça que c'est pertinent, en fait, qu'un vétérinaire apprenne à faire un diagnostic ostéopathique et à appliquer des traitements ostéopathiques aussi. Voilà, donc le fonctionnaire, comme j'ai dit, c'est celui en fait, qui va permettre d'identifier les dysfonctions, de pouvoir classer les dysfonctions, laquelle est là en fait en premier et qui a induit les autres dysfonctions, et derrière de pouvoir opter en fait pour les différentes techniques qui permettent de corriger ces dysfonctions. Pour la dysfonction ostéopathique cette fois-ci, c'est une altération de la mobilité, de la viscoélasticité ou de la texture composante du système somatique, c'est-à-dire on a une modification de cette mobilité et essayer de pouvoir la rétablir et de la ramener à sa valeur physiologique. Par la suite, elle peut s'accompagner en fait voilà, de douleurs ou pas. Et généralement, la plupart des ostéopathes, voilà, donc, dans leur technique, essayent quand même d'éviter de faire donc, des gestes qui produisent de la douleur. Voilà, donc c'est le traitement ostéopathique. C'est l'ensemble en fait, des techniques ostéopathiques adaptées à l'animal, que ce soit la race, que ce soit l'espèce, que ce soit l'âge aussi, très important. Pourquoi l'âge? Voilà, donc la plupart des gestes sont un petit peu forts. Et derrière, donc quand on n'a pas la plaque de croissance qui est au cordon soudé, on risque d'avoir des altérations. Dans ce cas-là, on prend en considération, ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas les jeunes, mais on prend en considération l'âge. On prend en considération aussi donc, le stage physiologique. Quand on a des femelles gestantes, il y a beaucoup de techniques qui s'appliquent sur des femelles gestantes. En tout cas, l'hypothèse actuelle, c'est que ça modifie les hormones et ces hormones-là peuvent être à l'origine malheureusement, d'un avortement. Dans ce cas-là, il y a des techniques qui sont proscrites, on va dire, chez les femelles gestantes et pareil pour la femme enceinte. En fonction du diagnostic ostéopathique visant à améliorer l'état de santé de la personne ou de l'animal. Pour les différentes techniques ostéopathiques, c'est un ensemble de gestes fondés sur des principes ostéopathiques. Les principes, on revient toujours à la globalité, à la loi de l'artère, et à la fonction et la structure en fait, de la fonction. Pour l'ensemble des techniques, ces techniques en fait, sont assez basiques. Sauf qu'il faut qu'elles soient vraiment bien maîtrisées pour ne pas, comme j'ai dit, pour ne pas produire un effet inverse. Donc la manip, elle est unique, elle est très rapide, elle est de faible amplitude pour ne pas dépasser la limite de l'articulation ou viscérale. Il doit être appliqué directement ou indirectement sur un composant du système somatique en état de dysfonction afin de restaurer les qualités de mobilité. C'est-à-dire on va restaurer ce qui a été perdu. Voilà, donc on ne va pas aller plus loin. Et là, donc ça concerne la mobilité, la viscoélasticité ou même la texture d'un muscle, d'un fascia, d'un tissu sous-cutané, et parfois même ça peut être même cutané. La manipulation en fait porte la composante concernée en fait, au-delà de son jeu dynamique, c'est-à-dire nous, on a par exemple un mouvement qui peut se faire jusqu'à là,
de manière volontaire et physiologique. Par la suite, avec les forces extérieures, on peut aller, comme j'ai dit, dans la limite de la force élastique. Derrière, si on va y aller encore plus loin, là, on est dans le pathologique. Donc, généralement, dans les techniques ostéopathiques, on va y aller jusqu'à la limite en fait, physiologique de l'articulation, on ne va pas aller plus loin, et on maintient en fait cette position jusqu'à ce que le système nerveux central libère la dysfonction qui concerne ce tissu. Donc, elles sont appliquées en fait sur une articulation ou sur un ensemble d'articulations. Ça peut être, comme j'ai dit, local, mais il faudra quand même, comme j'ai dit, vérifier, réajuster le corps. Ça peut être aussi donc appliqué sur l'ensemble des articulations et ça concerne beaucoup plus les animaux de sport. Ça concerne aussi donc quand on a quelque chose de très chronique et qui a généré en fait plusieurs dysfonctions que l'ostéopathe cherche à corriger. Comme j'ai dit, pour les différentes techniques, quand on réajuste un peu, ça accompagne en fait de ce qu'on appelle un craquement, ce qu'on appelle un thrust. Donc c'est un craquement. Le craquement en fait, il n'est pas synonyme donc de réussite de la technique. Ça ne va pas dire que si ça a craqué, ça veut dire que ça a marché. Et aussi l'absence de ce craquement, ça ne va pas dire que ça n'a pas marché aussi. Donc là, c'est lui en fait qui évalue avec ses doigts pour vous dire ça a marché ou pas, est-ce qu'il faudra recommencer, est-ce que on va recommencer ou pas. La mobilisation en fait, est un mouvement passif, parfois répétitif, de vitesse et d'amplitude variable, appliqué en fait, sur une composante du système somatique en état de dysfonction. Donc, tout ce qui est vitesse, tout ce qui est donc répétition. Regardez bien la petite fille, comment en fait, un réajuste. Et il y a des mouvements aussi que je n'ai jamais vus, que je ne croyais pas qu'ils étaient possibles chez un cheval. Regardez comment, en fait, le membre est touché presque, en fait, notre membre. Moi, je ne pensais pas que c'était possible pour une articulation assez rigide quand même. Donc, il y a, comme j'ai dit, il y a le côté diagnostique qu'on fait avec les doigts, uniquement avec les doigts et avec les connaissances anatomiques. Et aussi, il y a le volet, on va dire, explication, tout ce qui est volet conseil aux propriétaires. Hop, voilà, donc vous voyez que c'est très rapide avec ça, c'est bon. Donc, et derrière, en fait, c'est le corps qui va pouvoir faire le restant, en fait, le restant du travail, comme ce qui se passera avec n'importe quelle maladie qu'on traite, nous, de manière chirurgicale. Hop, là aussi, donc c'est bon. Donc là, en fait, comme j'ai dit, elle prend l'ensemble du corps. Là, elle a fait le membre antérieur et derrière, elle passera au membre postérieur. Elle va essayer, comme j'ai dit, de réajuster. Et pour elle, son seul critère d'évolution et de jugement, c'est derrière, à la fin de la consultation, de voir un animal avec des aplomb normaux, avec des mobilités normales. Donc, si on prend l'ostéopathie animale, comment elle est définie par l'ordre des vétérinaires, parce que c'est eux qui décident en France, ou en tout cas en France, parce qu'il faut savoir que là, en Italie, en Espagne, en Suisse, ils n'ont pas d'ordre, c'est pas qu'ils n'ont pas d'ordre vétérinaire, mais l'ordre vétérinaire ne s'implique pas trop dans cette ostéopathie. Et les personnes qui font une formation de 5 ans ont le droit d'avoir un cabinet sans pouvoir faire ce concours. Ce n'est pas le cas en France. Il faudra avoir la formation et derrière, il faudra s'inscrire à ce concours et derrière, le passer et pouvoir avoir par la suite un ordre, un numéro comme les vétérinaires et de pouvoir avoir une clinique. Ils disent quoi? En fait, l'ostéopathie animale, c'est les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par un agent physique, c'est-à-dire tout ce qui demandera un médicament, tout ce qui demandera des plantes. Voilà, c'est pas de faire ça, sauf c'est là un autre diplôme d'homéopathie ou autre. Ces manipulations, en fait, sont musculo-squelettiques, myofaciales, voilà, donc exclusivement manuelles et externes. Ils n'ont pas le droit d'avoir un stéthoscope, ils n'ont pas le droit d'avoir un thermomètre aussi, sauf si c'est le propriétaire qui doit prendre la température, qui doit voilà, faire des manips qui, elles, peuvent être plus ou moins invasives. Pour la prise en charge en fait, des troubles fonctionnels, les personnes réalisant en fait, des actes d'ostéopathie animale effectuent donc des actes de manipulation et de modélisation non instrumentales. On ne peut pas avoir de matériel. Elles sont directes ou indirectes. On verra plus tard la différence entre direct et indirect. Et elles ne doivent pas être forcées et qui peuvent être à l'origine en fait, du développement d'autres types de lésions. Comme j'ai dit, le travail d'un ostéopathe est complètement basé en fait, sur les doigts. C'est la palpation qui est donc c'est l'instrument en fait, de travail et aussi de traitement. La palpation, en fait, est un toucher donc avec une orientation cognitive et une intention.
Donc, nous, aux vétérinaires, c'est palpation, tension, pour reconnaître les déformations, pour découvrir en fait s'il y a une chaleur sur la région et aussi donc pour la pression pour pouvoir faire réagir l'animal. Et pour un ostéopathe, ce n'est pas la même chose. En fait, c'est comme un détecteur qui pose sur le corps de l'animal et c'est sa main en fait qui va lui parler concernant en fait tout ce qui est les mouvements primaires, l'hyperexcitabilité musculaire et aussi donc les dysfonctions des tissus subcutanés. Si on a la peau qui ne glisse pas normalement, pour eux, c'est un signal donc d'un dysfonctionnement, que ce soit facial ou autre. Donc, la palpation a un rôle d'évaluation, de diagnostic palpatoire, et elle est reproductible dans un système ouvert. Sauf que tout ce qui est reproductible, moi, c'est ce que j'ai constaté quand j'ai été au congrès à Lyon. C'était un congrès concernant l'ostéopathie animale. Et il y a une phrase qui revient pendant 3 jours, c'est il y a autant d'ostéopathies que d'ostéopathes. C'est-à-dire chaque ostéopathe fait comme il veut, et sent avec ses doigts comme il veut, il traite comme il veut, ce qui est bien pour l'ostéopathe, mais ce qui n'est pas bien pour l'ostéopathie en général. Pourquoi? Parce que ben, en fait, c'est chaque personne fait comme elle veut, et teste comme elle veut, et traite comme elle veut. On ne pourra pas avoir de ligne générale et cette science ne pourra pas avoir une base scientifique. S'il n'y a pas de choses qui sont mesurables, s'il n'y a pas de choses qui sont vérifiables par, on va dire, par des pairs. Donc, elle est plutôt subjective. C'est le point négatif que moi, j'essaie en tout cas actuellement de pouvoir changer en administrant en fait, voilà, des instruments qui vont pouvoir évaluer, en fait, évaluer donc l'effet, on va contacter en fait sur la production de production. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir par un ostéopathe? Donc, nous, les vétérinaires, la respiration, on arrive à la percevoir, les battements cardiaques aussi, le pouls, on peut le voir. Mais tout ce qui est mouvement facial, c'est très difficile pour un vétérinaire sans expérience de la percevoir. Le mouvement respiratoire primaire, donc j'ai dit, moi, ici, ça n'a pas marché, j'ai bien pareil. Bon, il est à l'intérieur, je ne pourrais pas avoir accès. Et aussi, donc, la motilité viscérale, donc nous, on palpe les organes abdominaux, mais on ne pourra pas avoir donc, tout ce qui est les organes thoraciques, tout ce qui est les glandes, tout ce qui est donc intracrânien. Et un ostéopathe, lui, pourra identifier des dysfonctions au niveau mésentérique, au niveau gastrique, au niveau rénal, que moi, en tout cas, j'ai ici avec mes doigts. Voilà. Ils me disent à chaque fois, il faudra que tu comprennes, il faudra faire ça plusieurs fois pour pouvoir voilà, identifier quelque chose qui n'est pas habituel. Pour la dysfonction, en fait, on a ce qu'on appelle la dysfonction somatique. En fait, c'est un affaiblissement ou une altération de la fonction des composants connexes du système somatique. C'est-à-dire, on a soit un affaiblissement, donc en fait, il fonctionne, mais pas complètement, soit une altération où on a complètement l'arrêt en fait, de cette fonction. Et l'animal, si c'est quelque chose qui touche son membre postérieur, on aura un animal qui porte complètement son pied, il ne le pose pas, vu que, voilà, donc il est complètement bloqué. Et c'est des choses qui sont assez fréquentes chez les animaux. Notamment, si on prend par exemple, quand on castre les chevaux, par exemple, il y a beaucoup de vétérinaires qui ne ferment pas la plaie et la laissent ouverte et laissent une cicatrisation de seconde intention. Sauf que cette cicatrisation provoque des adhérences qui peuvent être très importantes. Et ces adhérences peuvent altérer, on va dire, le fonctionnement normal d'un animal, on va dire d'un cheval qui peut être sportif. Elle est proposée en fait comme réversible en ostéopathie. Les choses qui ne sont pas réversibles, généralement, sont associées à des lésions. Et comme j'ai dit, les lésions, c'est au vétérinaire de pouvoir la diagnostiquer en fait, par les moyens radio, échographie, scanner, IRM, et derrière de pouvoir appliquer des techniques de réduction de traitement. Donc, cette dysfonction, elle peut être voilà, donc, tissulaire, elle touche un tissu ou plusieurs, une articulation ou plusieurs aussi. Donc, c'est une altération qui reste dans les limites physiologiques, mais suffisante pour pouvoir engendrer des gènes. C'est-à-dire, on a une fourchette de fonction voilà, donc, physiologique, et on peut avoir donc, cette altération qui peut être à l'intérieur de cette apse, de cette fourchette, mais qui va être suffisante pour pouvoir ne pas permettre un mouvement normal ou un fonctionnement normal d'un organe. Et comme j'ai dit, la dysfonction, il ne faut pas la confondre avec une lésion qui, elle, est organique et témoigne en fait d'une lésion des destructions tissulaires ou la non-sécrétion ou absence de sécrétion ou parfois même une dégénérescence. On a une théorie en fait qui a été bien en fait comprise par les ostéopathes et ils basent la plupart de leurs techniques sur cette théorie en fait et voilà donc qui concerne la moelle épinière et les motoneurones
efférents et les neurones sensitifs qui proviennent du muscle et qui arrivent jusqu'à la moelle épinière. Donc, c'est une examination en fait des aspects neurophysiologiques de la dysfonction somatique et plus spécifiquement du système nerveux-sympathique. Pourquoi? Parce que ce système nerveux-sympathique, c'est celui qui va, quand on a une dysfonction, il va essayer de pouvoir solidifier, rigidifier la zone pour protéger en fait celles qui sont en lésion. Pour lui, elles sont en lésion. Or, comme vous voyez, elles ne sont pas en lésion. Et là, l'ostéopathe, il est là pour pouvoir faire comprendre au cerveau que, en fait, ce n'est plus la peine de pouvoir, protéger cette zone. C'est bon, elle est en bon état. Il faudra libérer, il faudra relâcher cette zone, ce qu'on appelle la normalisation, la libération. L'altération en fait, de cette excitabilité musculaire est bien une des causes des éléments palpatoires. Pourquoi? Parce que quand on a une hyperexcitabilité musculaire, en tout cas moi j'ai essayé, j'ai pas réussi, mais les ostéopathes, quand ils posent la main sur un muscle, ils savent directement est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est quelque chose de physiologique ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est en hyper ou en hypo? Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose en hyper, on a cette rigidité. Quand on a une hypoexcitabilité musculaire, ça peut conduire à une amyotrophie à long terme. En fait, ce modèle propose qu'un barrage inférent en fait, établi dans les structures somatiques ou viscérales une dysfonction conduit en fait, à une excitation segmentaire au niveau de la moelle épinière et facilite la transmission nerveuse, sauf qu'elle produit en retour quoi? Une réponse différente excessive par le segment en question. Donc là, en fait, cette réponse excessive, c'est elle qui maintient en fait, le muscle rigide et qui empêche le fonctionnement normal de l'animal. Il ne pourra pas faire de sport, il ne pourra pas marcher normalement. Et normalement, c'est ce qui m'est arrivé avec mes amis. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme cause de ces dysfonctions, notamment somatiques? On peut avoir un mouvement qui va être mal contrôlé ou un étirement brusque. On peut avoir des éléments articulaires qui vont être en mauvais état. On peut avoir des irritations d'un viscère par rapport à un métamère qui peut engendrer en fait, cette altération. On peut avoir des tensions faciales. Quand on parle du fascia, comme j'ai dit, je ne sais pas si vous avez une image de fascia, en fait, ça va être un tissu visqueux, transparent, qui se trouve entre les tissus et qui facilite les glissements. Récemment, il y avait une cellule qui a été découverte dans ces fascias, et là, on appelle la fasciacite. Fasciacite, c'est une cellule en fait, qui va pouvoir reproduire ce liquide visqueux, de pouvoir entretenir en fait, ces fascias et qui sont partout dans le corps. Le fascia, il est global, il est partout, il va avec le tissu conjonctif. Sauf qu'on peut avoir des contractions, ce qui a été défini, des contractions de ces fasciacites et de cette charpente faciale qui peut elle-même, normalement, elle était là pour pouvoir faciliter le passage des artères, des veines, des nerfs, alors que ça peut être elle-même à l'origine en fait, de dysfonction. Et là, il faudra voilà, donc appliquer ce qu'il faut pour pouvoir libérer en fait, ces contractions. Par la suite, on revient plus ou moins de manière approfondie à cette dysfonction somatique, à se définir par une restriction de mobilité dans un ou plusieurs paramètres de mouvement, dont leur qualité ou la quantité de mouvement. C'est ça, en fait, on aura une articulation voilà, donc qui va être altérée, que ce soit dans la qualité, que ce soit dans l'amplitude de ces mouvements. Et donc, elle ne se voit ni dans la radio, ni dans des examens biologiques. Elle ne se traduit pas par un manque, voilà, donc on ne va pas voir une manque d'opacité, on ne va pas voir quelque chose qui va être produit dans le sang ou dans les urines que nous, on va prélever, qu'on va tester. Voilà, donc elle ne se traduit que par un manque de quantité et de qualité de mouvement de la structure sur laquelle elle se situe. Et c'est là, en fait, l'avantage d'un vétérinaire qui peut être en même temps ostéopathe, ce qui est M. Mokhtar, par exemple, c'est parfait, c'est de pouvoir détecter quand c'est des choses qui sont des lésions par des analyses biologiques, ou de pouvoir détecter ça par, comme j'ai dit, les doigts pensants qui arrivent à détecter les dysfonctions. Donc, ça s'exprime par une baisse de mobilité au fait, ou d'une perte de mobilité tissulaire du niveau en fait, d'un élément anatomique, ça va être un os, tendon, viscère et muscles, et se traduit par des phénomènes locaux ou parfois même des phénomènes à distance. C'est ce qui pose problème généralement. Quand on a un problème dorsal et l'animal reste sur un problème dorsal, ça va. Mais quand on a donc un élargissement de ces dysfonctions membre-postérieure et au crâne, et parfois même avec ce qu'on appelle l'ATM, l'articulation mandibulière, c'est catastrophique pour un cheval sportif, et ce n'est pas des anti-inflammatoires qui vont régler ça. Tu vas avoir un animal qui change de comportement, qui devient agressif et qui devient parfois insupportable pour les propriétaires. Et le vétérinaire n'arrive pas à savoir pourquoi. C'est des anti-inflammatoires, ça ne marche pas.
Et c'est que l'ostéopathe qui va pouvoir détecter ça et de pouvoir réajuster. Et l'animal revient généralement comme avant et les gens sont stupéfaits en fait, par les résultats de cette ostéopathie. Donc là, on peut avoir des sensibilités en fait, des vertèbres, des muscles, on peut avoir une hyperirritabilité par modification du comportement musculaire, on peut avoir des modifications de la texture d'un tissu et ça peut aller, comme j'ai dit, jusqu'à une hyperactivité qui produit, comme j'ai dit, des inflammations ou une hypoactivité musculaire qui peut conduire à une atrophie. Et l'atrophie, il suffit au fait de voir l'animal de loin pour pouvoir voir que, voilà, donc il y a un côté qui va être plus développé que l'autre. Et généralement, c'est des choses qui sont très compliquées à traiter. Ça prend beaucoup plus de temps pour pouvoir renforcer un petit peu et retrouver un état d'équilibre. Donc, c'est quoi le rôle d'un ostéopathe face à la dysfonction? Son rôle se borne en fait grâce à un raisonnement reposant en fait sur la connaissance anatomique et physiologique, comme j'ai dit, avec des lacunes, il ne pourra pas faire grand-chose. Et de trouver en fait les éléments entravant le processus normal d'amélioration. Le processus n'arrive pas à couper et doit le réajuster, comme j'ai dit, voilà, on revient à la sagesse du corps qui lui va pouvoir rétablir la physiologie ou bien l'homéostasie de l'organe. Quant à la physiologie en fait, de la dysfonction somatique, on a 10 notions. Ces notions, en fait, sont la barrière physiologique et pathologique. Pour la barrière motrice physiologique, voilà, donc on va voir 2 zones d'amplitude dans chaque plan de l'espace. Je ne sais pas si vous voyez le schéma en bas. Ça vous montre un petit peu voilà, la mobilité normale. On a les barrières normales du corps. On a les barrières élastiques. Et au-delà, vous voyez en rouge en bas, c'est des zones qui sont pathologiques, c'est-à-dire c'est l'articulation, c'est le mouvement au-delà, en fait, de cette capacité physiologique, on provoque une lésion et parfois on peut avoir ce qu'on appelle des restrictions. Ces restrictions, elles sont à l'intérieur de la zone physiologique. On va le voir dans ce schéma-là. Vous voyez bien, en fait, on peut avoir des lésions quand on part de part et d'autre de la barrière anatomique. Et même à l'intérieur de la zone physiologique, on peut avoir des lésions avec des barrières motrices pathologiques. Et là, c'est des choses qui sont provoquées par le corps. Comme j'ai dit, c'est des réponses exagérées de notre système nerveux autonome qui vont pouvoir régler au fait sa dysfonction et de faire comprendre au cerveau qu'il faudra qu'il revienne à des barrières normales. Et c'est comme ça que l'animal retrouve une mobilité normale. Quels sont les mécanismes en fait, neurologiques de la dysfonction somatique? On a ce qu'on appelle la boucle gamma et la dysfonction. Je ne sais pas si vous voyez le schéma en bas, vous allez voir en fait ce qu'on appelle le neuron sensitif qui passe par la corne dorsale, c'est le récepteur, on va dire, intrafusial. Et on aura deux neurones, donc ce qu'on appelle des motoneurones, gamma et alpha, en fait, qui sortent par la corne ventrale et qui vont jusqu'à le muscle. Là, en fait, la voie afférente, sensitive, et la voie efférente motrice, et on a le segment médulaire de la moelle épinière. Là, quand on aura une hyperactivité en fait, gamma, le gamma, c'est le bleu, en fait, lui, il a cette activité plus importante, ce qui provoque une contraction de ce muscle, sauf que le récepteur intrafusial, lui, il détecte cette contraction, donc il envoie cette hyperexcitabilité faite au niveau de la moelle épinière, qui, elle, va répondre aussi une deuxième fois par le motoneurone alpha. Donc, l'augmentation de tonus des fibres musculaires va on va dire, bloquer le muscle, va bloquer l'articulation et on aura une impossibilité de pouvoir relâcher ou bien de détendre cette région, ce qui est le rôle de l'ostéopathe de détecter déjà avec ses doigts, ce qui n'est pas, comme j'ai dit, qui demande beaucoup d'expérience, et aussi de pouvoir faire comprendre au cerveau que cette région, elle est complètement naturelle, complètement normale, il faudra relâcher au fait le segment avec une technique ostéopathique. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme cause d'hyperactivité en fait, gamma? On peut avoir une contraction trop forte comme au départ le système nerveux central. Ça peut être une origine en fait, de cette hyperexcitabilité gamma. On peut avoir aussi donc un raccourcissement brusque en fait, dû à une réaction réflexe suite à un traumatisme au choc ou un étirement trop fort. Ça aussi, donc, ça peut être une origine qui va rigidifier l'articulation. Comment nommer en fait les dysfonctions somatiques? Quand l'ostéopathe vous dit qu'on a une dysfonction à gauche ou à droite, comment il nomme ça? C'est très facile. Moi, j'essaie de faire des schémas en tout cas. Donc, en fait,
a complètement changé de surface, on a complètement fait des surfaces et ça n'a rien à voir avec une dysfonction ostéopathique. Donc, la luxation, en fait, elle est née d'articulation. Voilà. OK. Donc, la luxation, en fait, comme j'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui va être physiologique et ce n'est pas quelque chose qui va être réversible par un ostéopathe. Là, c'est des choses, en fait, qui doivent être envoyées pour le vétérinaire qui doit s'en charger de ces euh, dysfonctions-là. Par la suite, on les appelle aussi donc les formalisations des techniques directes. Directes, ce sont celles que vous connaissez tous. C'est on va charger, mais donc voilà, donc droite. Là, l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus à droite. On dépasse la limite, bien la restriction qui a été imposée par la dysfonction. Et comme ça, le cerveau va dire quoi, en fait? Il va dire du moment qu'on peut aller plus loin sans produire une réaction. Donc, le corps relâche, donc il contrôle cette conduite ou pas. Comme j'ai dit, on peut avoir un traitement qu'on appelle fatigue, relâché ou pas. Pour les techniques directes, on a deux possibilités en fait. Soit milieu pour que le corps par la suite arrive à savoir que là c'est juste le milieu. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas le schéma à gauche, en fait, on a gauche et droite et on a la restriction qui reste au niveau, ce que vous voyez, donc au niveau du B, donc vers le côté droit. Quand on ramène au milieu, le corps, on reste comme ça jusqu'à ce que le corps relâche. Quand le corps relâche, ça veut dire, c'est comme si en fait on a mis à jour le centre qu'on appelle le point d'équilibre. Pourquoi? Parce que là, pour la dysfonction que vous voyez à gauche, vous voyez que le trait rouge reste sur la position plus proche du droit. Pour lui, c'est la nouvelle au fait, ligne médiane. Donc lui, il va essayer de tenir cette position comme protection pour un muscle un état physiologique. Donc on va conserver en fait ces positions jusqu'à la libération des éléments périarticulaires. Et comme j'ai dit, à la fin, quand on voit la réaction animale, il faudra qu'on reteste pour pouvoir savoir est-ce qu'on est vraiment revenu à un état physiologique ou pas. Le choix des techniques qui se fera en fonction des tissus endommagés et aussi donc, par rapport à la morphologie de l'animal, du praticien. Parfois, on peut voir ce que je remarque actuellement, il y a des filles, voilà, elles ont 1,50 m pour un cheval qui fait 1,70 m au garrot. Voilà, donc il faut vraiment s'adapter. Parfois, c'est l'inverse. On peut avoir des femmes qui font 1,90 m avec un chihuahua. Et je voyais, en fait, un peu, en fait, les vertèbres avec le recul pour pouvoir savoir est-ce qu'on a l'espace qu'il faut ou pas. Donc là, c'est des choses où, voilà, donc il faudra prendre en considération pour pouvoir choisir la technique avec laquelle on traite ou avec laquelle on libère l'animal. Le principe de la correction sera toujours de couper, en fait, cet arc au réflexe en informant le cerveau et il n'a plus raison, en fait, de maintenir cette articulation bloquée et c'est comme ça qu'on libère. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? On a des exemples avec des thrusts, comme j'ai dit, avec le craquement. Donc, on coupe net l'arc au réflexe, on va l'amener au-delà, en fait, de la limite qui s'imagine le cerveau, ce qui libère l'articulation. Pour les techniques indirectes, on va dans le sens de la facilité, on va rapprocher les insertions et par la suite, on va réduire sa tension. Quand on réduit sa tension, voilà, ça va permettre en fait à notre système nerveux central autonome de réduire son acte d'autoprotection et permettre en fait au muscle de pouvoir se relâcher. Comme pour le travail d'un ostéopathe, voilà, donc il y a une grande étendue pour l'ensemble des espèces. Voilà, donc c'est sur des chiens, des chevaux et voilà, donc différentes espèces, que ce soit de compagnie ou même les nattes, voilà, qui se développent de plus en plus en clinique vétérinaire et aussi en ostéopathie. Donc là, pour les chiens, voilà, donc ça se fait à l'extérieur, à l'intérieur, sur la table. Et même, voilà, donc il y a des ostéopathes qui consultent comme des vétérinaires dans des cabinets. Il y en a d'autres qui se déplacent chez les gens aussi.
Et tout ça est pris en compte dans le prix en fait, de la consultation. Donc, ça se fait pour les chiens pour différents motifs, notamment les chiens de sport. Ça se fait aussi donc, pour les chats, plus lors de, voilà, après donc, des problèmes qui ont été traités par des vétérinaires. Il y a beaucoup de qui ne sont pas complètement rétablis. Il y a beaucoup de gens qui font appel aux ostéopathes qui, eux, appliquent les techniques qui marchent. Pareil pour les chevaux, généralement, en tout cas en France, c'est celui au fait qui prend, on va dire, la grande part. C'est ce que je remarque en tout cas au niveau de l'école. La plupart des étudiants s'intéressent beaucoup plus au chien et au cheval que aux autres espèces. Et donc, ça s'applique pour l'appareil locomoteur, pour la gestation, la lactation, déjà pour un travail préventif avant compétition et récupération après compétition, ou même pour les problématiques organiques. Voilà, donc ça se fait à l'extérieur, dans le box, dans le parc, ou même au lieu de compétition aussi. L'âne, donc en Algérie, je ne sais pas si ça s'applique beaucoup, mais en France, il y a ce qu'on appelle le fromage et le lait de l'âne aussi, donc ils font avec du savon. C'est très important. Et il y a un grand cheptel en France, en tout cas d'âne, et il y a beaucoup de gens qui font appel aux ostéopathes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de techniques ostéopathiques qui permettent un rétablissement facile sans passer par un antibiotique qui, lui, va avoir un délai d'attente. Pareil pour la vache aussi, généralement, c'est le même motif. On a beaucoup plus les troubles de locomoteur, mais il y a beaucoup de gens qui testent ça pour les manites. Et aussi, donc, la fertilité, on verra plus tard un petit travail qui a été fait par une fille, un super travail, où elle a travaillé sur l'insémination artificielle et l'ostéopathie, et vous allez voir le résultat. Pareil pour la chèvre et la brebis. Là, il faudra faire très attention parce que généralement, les boucs ou les béliers donc, attaquent, donc il faut venir à l'écart. Et pareil, donc l'appareil locomoteur, la gestation, la lactation. Pour la gestation, c'est beaucoup plus la prévention des dystocies. Ça s'applique, mais il n'y a pas de résultat, genre, il n'y a pas de document, il n'y a rien en fait qui a sorti. Et ce que j'essaie actuellement de faire avec mes étudiants, c'est de pouvoir appliquer en fait des techniques ostéopathiques pour en tout cas prévenir des problématiques de dystocie d'origine maternelle. Vu que fétal, on ne peut pas avoir un grand effet, on va quand même essayer de voir parce que sur la maman, on peut faire quelque chose. Là, c'est pour montrer un petit peu donc, le coût. Hein. Il faut savoir que le chien, c'est plus ou moins presque comme le cheval, sachant que le travail n'est pas le même. Et le chat aussi, la même chose que le chien, alors que c'est pas le même travail. Mais voilà, donc c'est beaucoup d'argent, ça coûte parfois plus cher qu'une consultation vétérinaire. En fait, on n'a pas de données. On a un petit article en Suisse que je vais montrer juste après. Mais donc, c'est un travail assez important et qui rapporte beaucoup, en tout cas pour quelqu'un qui travaille sérieusement et qui a une bonne réputation. Là, c'est le travail au fait, dont je parlais. En fait, c'est une fille qui a fait un travail sur les obstructions respiratoires chroniques chez le cheval. Et il y avait, voilà, donc il y avait 761 chevaux qui ont été recrutés pour cette étude et il y avait 357 chevaux qui, eux, avaient un problème locomoteur avec le problème respiratoire chronique. Donc, la fille, en fait, elle a complètement laissé le problème respiratoire, elle s'est consacrée, en fait, sur le problème locomoteur et elle a voulu savoir comment ils ont été pris en charge, ces animaux-là qui avaient un problème, ces chevaux-là qui avaient un problème locomoteur. Donc là, en fait, il y avait 62 qui avaient un problème de dose, 96 qui avaient un problème donc, de boiterie et il y avait 12 qui avaient les deux problèmes en même temps. Donc, il y avait 222 cas qui ont été traités dans cet article et il y avait 164 cas qui ont été pris en charge, que ce soit uniquement avec les moyens, on va dire, alternatifs, les techniques alternatives, et avec donc des techniques vétérinaires. Sauf que ce qui est magnifique, c'est que, en tout cas pour les ostéopathes, c'est que il y avait dans 68 cas, les propriétaires, ils ont voulu passer par un ostéopathe ou par un chiropracteur ou autre avant de passer par un vétérinaire. Donc, il y avait donc plus de 30% qui ont commencé par la première consultation, qui ont commencé par donc, une méthode alternative avant de passer par un vétérinaire avec des médicaments, sauf qu'ils ne font pas trop confiance. Et là, vous allez voir que voilà, dans 75% du cas, il y a quand même un diagnostic vétérinaire qui a été fait donc, pour cette problématique. Sauf que cet avis vétérinaire, il concerne beaucoup plus les problèmes de boiterie que de problèmes de dos. Donc là, les gens, en fait, appellent plus, au fait, le vétérinaire pour un problème de boiterie, donc qui concerne les membres, et appellent plus ceux qui appliquent des techniques alternatives, comme l'ostéopathie, pour les problèmes de dos sur
sur les chevaux. Mais ce qui m'a étonné, c'est que vous voyez bien qu'il n'y a que dans 27 cas des 222 où il y avait le vétérinaire qui était lui-même celui qui applique la méthode alternative. Notamment, il y a 8 vétérinaires qui ont fait de l'ostéopathie, il y a 8 qui ont fait donc, de la chiropratie, donc se basant uniquement sur la technique osseuse, et il y a 5 en physiothérapie, il y a 4 traitements magnétiques. Et quand on regarde les techniques alternatives qui ont été utilisées en tout cas dans cette étude-là en Suisse, vous voyez bien que l'ostéopathie, elle occupe la première place avec plus de 50% en fait, du cas. Et là, on voit que, en tout cas, en fait, dans le terrain, on ne voit pas trop le recours à l'ostéopathie par les propriétaires, sauf que ce travail, moi, je pense que c'est parmi les premiers qui ont vraiment mis le doigt sur ça et ils ont vu que il y a beaucoup de gens qui font appel à l'ostéopathie comme que ce soit comme première voie avant de voir un vétérinaire ou qui ont déjà vu un vétérinaire, qui ont appliqué un traitement et qui n'a pas marché et qui ont directement allé voir un ostéopathe pour que si le vétérinaire arrive lui-même à faire les deux, ce serait vraiment l'idéal, ce qui est vraiment assez facile à faire, que ce soit fait un peu partout dans le monde. Si on prend en fait en Algérie, c'est des choses qui, voilà, c'est avec une main, c'est une expertise qu'on doit développer avec les doigts, c'est quelque chose qui demande de l'argent, quelque chose qui va avoir des effets, ça c'est sûr, et c'est des choses qui vont avoir un effet sur le long terme. Et donc ça fidélise les clients, et c'est quelque chose que je trouve dommage. Et n'est pas, en fait, c'est quelque chose qui a été fait aussi donc, aux États-Unis. Vous voyez que c'est quelque chose qui date de 2022, et c'est des gens en fait qui ont voulu savoir quand on applique des techniques ostéopathiques, est-ce qu'on a réellement quelque chose qui se passe dans le corps? Et là, ils ont choisi la technique de CV4 pour voir qu'est-ce qu'elle arrive à produire dans le corps. Et comme par hasard, ils ont vu que voilà, dans cette étude où ils ont pris fait, 40 traités et 37 comme témoins négatifs, ils ont appliqué cette technique de CV4 et ils ont trouvé quoi comme résultat à la fin? Ils ont trouvé que après la technique de CV4, technique ostéopathique, ils ont trouvé que le corps balance d'une prédominance sympathique à une prédominance parasympathique de relaxation. Donc, c'est quelque chose qui est magnifique, qui a été voilà, donc, identifié et avec des instruments. Donc, c'est quelque chose de répétitif, de reproductible et de totalement, on va dire, euh, totalement efficace. Et donc, derrière, ils ont été chercher un petit peu. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par la suite pour pouvoir comprendre cette CV4 et qu'est-ce qu'elle peut avoir comme effet thérapeutique. Uniquement une technique. C'est une seule technique, c'est la CV4. Donc, une activation des astrocytes. Les astrocytes, c'est les mamans des neurones. Donc, si vous imaginez que quand le neurone est dans un bon état, vous imaginez que son rôle dans le corps va être optimal. Modulation des transmissions synaptiques, la fréquence respiratoire et cardiaque. Ils ont vu que après la CV4, on a une chute de la fréquence respiratoire et cardiaque avec un relâchement en fait au sein du corps de l'animal, une baisse de la tension artérielle, réduction des conductions électriques cutanées, sécrétion salivaire. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour pouvoir, on va dire, rendre la science, cette science ostéopathique, comme une science qui se base voilà, donc sur des principes scientifiques, physiologiques, en même temps, donc les 4 principes qui ont été faits par Steele. Là, c'est une revue, pour ceux qui sont intéressés, c'est une revue qui a été faite en 2014, et là, c'est en fait un résumé l'ensemble des techniques, et voilà, pour ceux qui sont intéressés de lire un peu plus sur l'ostéopathie, là, mais c'est beaucoup plus vétérinaire, hein, c'est ce que j'ai compris. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues, en tout cas à ma connaissance, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues par les étudiants que je forme, qui sont quatrième année, qui sont cinquième année. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne pourront pas comprendre vu que c'est beaucoup plus destiné à un vétérinaire qu'à un ostéopathe. Et donc, vous qui êtes en majorité vétérinaire, ça va vous parler et vous allez comprendre un petit peu comment fonctionnent les différentes techniques et qu'est-ce qu'on doit appliquer à chaque dysfonction. Là aussi, c'est un travail qui a été fait en 2010. Et là, c'est une technique ostéopathique qui essaye de comprendre, parce qu'avec un traitement ostéopathique, on va accélérer les fluides du corps. Sauf que là, ils ont été très loin. En fait, ils ont ouvert, en fait, ils ont sacrifié, je pense, 8 chiens. Et sur les 8 chiens, en fait, ils ont appliqué des garrots au niveau de la veine cave caudale. Cette veine cave caudale va produire donc des épanchements et des œdèmes.
Et derrière, parce qu'avec un traitement ostéopathique, on va pouvoir éliminer en fait les œdèmes. C'était un peu tragique et c'était un peu barbare comme travail. Et même à la fin, en fait, ils ont trouvé qu'il y avait une augmentation après le traitement ostéopathique pour l'évacuation en fait, de la lymphe. Sauf que cette lymphe va aller dans la veine cave et la veine cave, elle est comprimée par le garrot. Donc, je ne sais pas pourquoi ils attendaient à avoir un effet significatif. Dans ce travail, ce n'était pas significatif, mais ça montre quand même qu'avec un traitement sympathique, on accélère la circulation des fluides sanguins et lymphatiques, ce qui est important quand on a des œdèmes, quand on a des dysfonctions ou des maladies où on n'arrive pas à traiter avec un diurétique, par exemple. C'est au fait qu'actuellement, il y a des projets qui sont faits un peu partout dans le monde. C'est des projets qui montrent que l'ostéopathie, elle booste le système immunitaire et elle booste l'efficacité des vaccins. C'est-à-dire qu'on vaccine, là il y avait le Covid beaucoup plus, on vaccine avec le Covid et on suit ce vaccin avec un traitement ostéopathique et ils ont vu que ça augmente le tétrage d'anticorps qui va être produit après, en fait, après l'installation de l'immunité en fait, provoquée bien induite par ce vaccin. Et j'attends, en tout cas, j'attends ces projets-là et on va voir si c'est concluant. C'est des choses qui sont très pertinentes. Pourquoi? Parce que dans notre domaine vétérinaire, on vaccine les vaccins qu'on fait d'habitude avec des rappels annuels. Sauf que malheureusement, il y a beaucoup de chiens qui sont beaucoup plus exposés que d'autres, de chats ou de chevaux, de sport beaucoup plus, qui voyagent et tout ça, qui sont beaucoup plus exposés et malheureusement arrivent à choper cette maladie même s'ils sont vaccinés. Donc là, moi, en tout cas, mon objectif et mon souhait, c'est de pouvoir accompagner des animaux qui sont beaucoup plus exposés que d'autres avec donc un vaccin et avec un traitement sympathique qui augmentera, on va dire, ses chances de pouvoir faire face à ces maladies transmissibles. Voilà, j'ai fait le tour de cette ostéopathie. Merci de votre attention. Comme j'ai dit, c'était très, très lourd, c'était très chargé. J'ai essayé de simplifier, en tout cas un maximum,